Alain Fischer, monsieur le professeur Alain Fischer, va maintenant prendre le relais pour nous parler santé et immunologie. Alain Fischer est professeur au Collège de France et à l'Académie de médecine. Il est grand prix de l'INSERM. Avec nous aujourd'hui pour les tables rondes de l'Arbois, 10e édition, Alain Fischer. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier et féliciter Daniel Nahon parce que je trouve que ces rencontres sont juste ce qu'il faut faire pour permettre à la science de mieux irriguer notre société et que le dialogue existe. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait beaucoup de Daniel Nahon en France. Quand Daniel Nahon, justement, m'a demandé un titre d'exposé, j'avais absolument aucune idée de quoi j'avais parlé, à part le fait, je savais que je suis médecin et que je suis immunologiste, donc j'ai donné ce titre de santé et immunologie qui veut à peu près rien dire. Donc j'ai commencé à réfléchir, je suis arrivé au titre qui suit, qui est un petit peu meilleur, mais encore très imprécis, mais vous allez le voir, j'espère, dans mon propos, le fait que je vais pouvoir l'illustrer néanmoins. Avancée et paradoxe, vous allez voir de quel type d'avancée et de quel type de paradoxe il s'agit. Et puis en réfléchissant encore un peu plus, ça c'est ces derniers jours, je suis arrivé au titre de évolution des pathologies et pathologie de l'évolution, ceci appliqué au système immunitaire. Là, je pense que c'est encore obscur pour vous, je l'espère que ce n'est pas pour moi, mais je vais essayer à nouveau d'illustrer ce propos. Et puis, j'ai placé ce petit dessin, enfin, cette image qui est extrait d'une revue dont je vais reparler tout à l'heure, qui vous montre un bébé centré avec toutes sortes d'interactions environnementales, on y revient, mais vous verrez tout à l'heure que ces interactions environnementales précoces, en ce qui concerne le système immunitaire, sont susceptibles de jouer un rôle important dans les pathologies de la vie du système immunitaire et peut-être de quelle façon on pourrait agir pour les prévenir. Alors je vais essayer de m'expliquer. Pour vous parler d'immunologie, je suis obligé de faire un tout petit détour, de réévoquer quelques principes de base pour que la suite, je l'espère, soit compréhensible. Notre système immunitaire, c'est une façon imagée, évidemment, une armée qui nous protège contre notre environnement, en particulier l'environnement microbiologique. Évidemment, nous sommes en interface considérable avec le monde extérieur. Chez l'adulte, environ 2 mètres carrés de surface corporelle sur la peau, où vivent en bonne intelligence avec nous un grand nombre de microbes, bactériens, champignons et virus. L'arbre respiratoire, 140 mètres carrés de surface de contact avec l'air extérieur. Les poumons sont stériles, mais évidemment la région de la gorge ne l'est pas, et nous y vivons normalement en bonne intelligence, là aussi avec un très grand nombre de germes. Et enfin le tube digestif, c'est 300 mètres carrés de surface, donc c'est absolument considérable chez chaque individu. Et nous savons depuis peu que nous y vivons en bonne intelligence avec un très grand nombre de microbes, comme vous pouvez le lire, de l'ordre de 30 000 milliards de bactéries sont présentes dans notre côlon, plus de 1000 espèces, et nous vivons en bonne intelligence avec ces espèces habituellement. Il y a aussi un très grand nombre de virus, ça c'est dans le corps entier, 1 million de milliards, plus d'1 million de milliards de virus sont présents dans chacun d'entre nous. Je pense que vous n'avez pas forcément conscience de cela. Et également de quelques champignons et de parasites. Donc, dans ce contexte, notre système immunitaire a 3 fonctions, et il a évolué, je vais y revenir, il a été sélectionné pour remplir ces 3 fonctions qui ne sont pas complètement évidentes, qui ne sont pas indépendantes et qui sont parfois contradictoires. Je vais essayer de vous l'expliquer. La fonction évidente et que chacun a à l'esprit, c'est le fait de combattre les microbes pathogènes, nous éviter de mourir d'une grippe, d'un tétanos ou d'une infection par le staphylocoque, mais aussi donc de tolérer tous ces microbes commensaux avec lesquels nous vivons au bénéfice mutuel de ces microbes et de nous-mêmes. Et enfin, ce n'est pas une petite affaire, d'ignorer les composants du soi, donc éviter de développer une maladie auto-immune qui peut être évidemment grave et fatale, comme chacun le sait. Alors notre système immunitaire, en 2 mots, il est armé de 2 types, je suis évidemment très schématique, de fonctions. Une qui s'appelle l'immunité innée, qui est fondée sur un très grand nombre de capteurs. Vous avez le nom des familles, une illustration de ces familles de molécules qui sont soit à la surface de nos cellules, soit à l'intérieur des cellules, et qui captent des molécules d'origine microbienne ou qui captent des signaux de danger qui nous alertent qu'il se passe quelque chose de pathologique. L'avantage de ce système, qui existe depuis très très longtemps dans le monde du vivant, est qu'il permet de détecter très vite la présence donc d'un, entre guillemets, envahisseur, de répondre très vite avec une signalisation et une émission de signaux qui permettent de combattre donc, dans quelques minutes ou en quelques heures
la présence d'un agent infectieux. Une des fonctions importantes que vous connaissez de l'immunité innée, c'est celle qui est associée aux cellules dites phagocytaires, les polynucléaires qui sont dans notre sang, qui phagocytent, qui avalent des bactéries. Vous pouvez le voir sur cette image de microscopie électronique d'une bactérie en division, et qui, une fois l'avoir avalée, la tue au sein de granules dans le cytoplasme des polynucléaires ou des macrophages en y délivrant des substances toxiques pour ces microbes. Une autre arme de l'immunité, c'est l'immunité adaptative qui est dans l'évolution et apparue plus récemment, 500 millions d'années, c'est peu, et qui sont liées aux lymphocytes. Il y a deux types de lymphocytes, lymphocyte T, ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, les lymphocytes B qui produisent des anticorps. Ce système est très différent parce qu'il repose sur ce qu'on appelle une diversification clonale, c'est-à-dire à partir de cellules souches. À un moment donné de la différenciation de ces cellules, ça se passe dans le thymus pour les lymphocytes T par exemple, chaque cellule devient un peu différente et à sa surface un capteur, un récepteur qui va reconnaître un certain type de molécules, d'antigènes, comme on le dit, si bien que lorsqu'il y a une infection, donc ici schématisée par un antigène, la petite boule rouge, seulement une petite fraction de tous ces lymphocytes vont être mis en jeu, activés, se diviser, responsables de fonctions dites effectrices, donc combattre l'infection, et en règle, limiter celle-ci et permettre d'en guérir. Le fait que seulement une petite quantité de cellules soit mise en jeu implique qu'il y ait un délai, un retard, et que cette réponse immune prend plusieurs jours au moins, voire plus, à se mettre en place par rapport au début de l'infection. Lorsque l'infection a été combattue, la plupart des combattants des cellules vont mourir, mais il reste quelques cellules qu'on appelle mémoire, qui peuvent être mises en jeu ensuite rapidement et efficacement si une seconde fois l'infection devait survenir. Incidemment, c'est le principe de la vaccination. Donc voilà les acteurs très brièvement résumés du système immunitaire. Et ce système immunitaire, il a été soumis, comme le reste de nos systèmes biologiques, à une évolution considérable au cours de l'histoire du monde vivant, mais je vais me contenter de parler de l'homme, donc de l'homme moderne. En gros, ici, schématiquement, les 200 000 dernières années, vous savez bien évidemment que les conditions de vie ont considérablement changé, du statut de chasseur-cueilleur au statut d'agriculture, d'élevage, la révolution survenue il y a environ 10 000 ans, puis l'urbanisation et aussi l'augmentation considérable des migrations de population avec le développement des moyens de transport. Mais dans ce contexte historique, l'homme a cohabité avec un très grand nombre de microbes pathogènes et nous avons coévolué avec eux. C'est-à-dire que notre système immunitaire s'est adapté, je vais en reparler, pour combattre ces agents infectieux, le paludisme, la tuberculose avec laquelle nous vivons, si je puis dire, en plus ou moins bonne intelligence depuis 70 000 ans, et d'autres maladies infectieuses graves. La peste, d'une période plus récente, c'est les dernières milliards d'années, et ou très récemment aussi l'infection par le VIH. Et d'autres germes dont vous pouvez lire la liste. Et chacune de ces infections a induit des modifications de l'espèce humaine par évolution génétique, pour l'essentiel, par sélection, je vais y revenir, de populations résistantes. Et vous avez aussi, au passage, j'ai marqué ici en bleu les maladies infectieuses qui se sont particulièrement développées à partir de la densification de la population humaine, donc d'abord l'agriculture, puis encore plus l'urbanisation. Je n'insiste pas sur le nom de maladies que vous connaissez. Donc ce sont des facteurs de pression de sélection majeurs. Donc la question qui se pose, c'est comment cette sélection est intervenue, comment elle intervient et quelles en sont éventuellement les conséquences. C'est le point que je vais essayer d'évoquer. Évolution, c'est Darwin. Donc ici, le pauvre Darwin est à l'état de primate. C'est une caricature hostile à Darwin. Mais bon, en même temps, c'est l'occasion de rappeler l'importance de la théorie de l'évolution, malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui encore non acceptée par une fraction non négligeable de la population, certes aux États-Unis, mais même en France un tout petit peu. Donc le génome évolue, on va voir comment. Il évolue en particulier à travers des processus de mutation et de sélection de mutations favorables. Et si je m'intéresse au système immunitaire, ce qui est le cas, parmi schématiquement les 22 000 gènes de notre génome, il y en a à peu près 2 000, donc c'est 9%, qui sont impliqués dans ces mécanismes, à travers les protéines qui en sont leurs produits, de la défense contre les microbes. Donc ça fait beaucoup de possibilités d'évolution si vous considérez ces 2000 gènes. Un rappel sur les mutations. Mutations, ce sont des modifications de la séquence du génome, donc de l'ADN qui est fondé sur le code génétique, par 3 bases qui codent pour des acides aminés, comme je vous ai montré ici. Donc des mutations, elles peuvent être neutres, c'est-à-dire changer
Par exemple, il y a d'autres situations, un nucléotide, une des bases, mais qui n'a pas de conséquences en termes de modification de la protéine elle-même, mais elles peuvent entraîner, comme c'est indiqué ici, un changement d'acide aminé. C'est une mutation qu'on appelle faux sens. Dans l'exemple arbitraire ici, une sérine est remplacée par une proline. Ou un autre type de mutation, il y en a encore d'autres, mais peut entraîner un arrêt de lecture de l'ADN et donc un ARN messager tronqué et par voie de conséquence une protéine tronquée et donc une fonction qui peut être perdue. Donc on voit que notre génome peut évoluer de façon par différents mécanismes. La question, c'est mais est-ce que ceci intervient si fréquemment que cela? Évidemment, les mutations dont je parle ici sont celles qui concernent les gamètes, les mutations germinales, donc transmissibles à la descendance. Je ne parle pas des mutations somatiques, celles qui surviennent dans le domaine du cancer. On connaît aujourd'hui assez bien la fréquence de ces mutations. Par exemple, cette étude qui a été publiée il y a quelques années montre qu'environ, si vous prenez le chiffre qui est dans l'ovale à droite, qu'environ chaque bébé naît avec 70 mutations, c'est-à-dire modification de son patrimoine génétique par rapport à ce qu'il a hérité de ses parents. Et on peut faire le calcul que ça représente par génération les mutations, il y a 1,2 mutations par nucléotide, touchant un nucléotide par génération. Évidemment, beaucoup de ces mutations sont neutres, peut-être du type que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais environ, à peu près 10% d'entre elles peuvent être délétères, c'est-à-dire entraîner une perte de fonction, une maladie héréditaire par exemple, évidemment, mais peuvent être aussi peut-être bénéfiques dans un contexte environnemental, j'arrive à mon point de sélection, voire d'abord négatives puis positives, ou positives puis négatives. Les choses sont un peu compliquées. Incidemment, vous pouvez voir sur cette diapositive que ce qui compte, c'est l'âge du père. Là, ici, ce sont des études de trio entre père et mère d'âge différents, et plus le père est âgé, plus il y a une fréquence de néomutation, parce que cela est dû au nombre de divisions des précurseurs des spermatozoïdes, chaque division étant un facteur de risque de mutation. Mais même si les parents sont jeunes, ces mutations ne sont pas exceptionnelles. Donc il y a la place pour une évolution tout le long de l'histoire de l'homme. Alors, quels sont les événements de sélection à partir de ces mutations qui peuvent avoir des conséquences donc, sur notre génome, mais en particulier des conséquences sur le génome et la partie du génome impliquée dans les réponses immunitaires? Il y a trois types, schématiquement, d'événements qui peuvent intervenir en termes de sélection. Ces diapositives sont extraits d'un des grands chercheurs du domaine qui s'appelle Luis Quintana Murci, une revue qu'il a publiée récemment, un collègue de l'Institut Pasteur. Donc, vous avez ici l'exemple. Si on prend une population, considérez schématiquement que chaque barre grise horizontale représente le génome d'une personne. Donc des événements de mutation sont survenus, ce sont les points bleus, mais ça ce sont des mutations neutres, donc qui n'ont pas d'importance, n'entraîneront pas d'événements de sélection, mais d'autres événements de mutation surviennent, ici les points noirs, ceci est arbitraire bien évidemment, pourraient être par exemple la perte d'une fonction d'un gène important dans la défense contre la grippe, mettons. Eh bien, si cette population est soumise à une infection par la grippe, les personnes porteuses de la mutation en noir vont disparaître en l'absence dans un contexte historique où la médecine était peu développée, ou pas développée du tout, et donc ne subsistent que les mutations neutres. Donc ces mutations noires, elles sont sélectionnées négativement, c'est une sélection négative ou de purification, comme c'est indiqué sur cette image. Autre exemple, cette fois-ci inverse, c'est les sélections positives, même population, survenue ici d'une mutation marquée en rouge, mais qui potentiellement apporte un bénéfice dans un contexte infectieux donné, mais pourquoi pas la grippe, ou la peste, ou une autre infection, si bien que cette population aura un avantage et va progressivement prendre le dessus et peut-être représenter l'ensemble de la population au bout d'un certain temps. Et troisième exemple, qui est un peu plus complexe, mais qui existe aussi, qui est celui de sélection balancée, qui maintient des allèles différents pour un même gène ou un même complexe de gènes. C'est notamment le cas des groupes tissulaires HLA, qui ont besoin d'être diversifiés en termes d'avantages sélectifs, mais je n'insiste pas. Donc tous ces événements sont en jeu potentiellement, et on va y revenir avec un peu plus de détails. Mais il faut encore y ajouter un autre élément, très important qui a été identifié ces dernières années, ce sont les croisements entre populations humaines. Et vous savez certainement que l'homme moderne Homo sapiens, aux environs il y a quelques dizaines de milliers d'années, a connu et s'est croisé avec Néandertal en Europe et en Asie, et aussi avec une autre espèce qui s'appelle Denisova en Asie.
Et nous avons des traces dans notre génome de ces échanges. Une petite fraction de notre génome, environ 2%, est issue de Néandertal en Europe. Et ceci est important et tracé à travers cette évolution. Vous avez ici, donc, si on remonte à 7 millions d'années, le point d'embranchement avec les grands singes, et ici, plus récemment, donc la diversification avec Néandertal, mais des croisements qui surviennent, qui sont marqués ici. Et si je m'intéresse au système immunitaire, je m'aperçois, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, mais les personnes qui ont fait ce travail, que ceci a une importance, parce que si on regarde spécifiquement les gènes du système immunitaire, on s'aperçoit que nous avons plus d'allèles ou d'haplotypes qui proviennent de Néandertal que pour le reste du génome. Donc le croisement avec Néandertal, dans certaines circonstances, a été bénéfique à l'évolution de l'espèce humaine dans un contexte infectieux probable. Ceci est donc une image importante de l'évolution. Je reviens à la sélection négative. On va les passer en revue une après l'autre. Et par exemple, ne vous effrayez pas de ce schéma compliqué, mais des chercheurs, notamment Luis Quintana Murci, a montré que parmi toute une série de protéines qui sont figurées ici, qui interviennent dans l'immunité innée, dont je vous ai dit un mot bref tout à l'heure, toutes celles qui sont marquées ici en rouge-brun sont des molécules absolument essentielles parce que leurs gènes sont sous pression de sélection négative permanente. C'est-à-dire que la séquence du gène qui code pour ces différentes protéines, chez nous tous, est la même. L'évolution ne tolère pas d'évolution. D'évolution de ces gènes, c'est-à-dire de modification, pour être plus précis, des protéines en question. Ça veut dire que tels qu'ils sont, ces protéines jouent un rôle absolument clé dans la défense anti-infectieuse. Mais la contrepartie de cela, c'est que les personnes qui par malchance développent des mutations de ces gènes vont avoir des pathologies rares, monogéniques, que l'on appelle pour le système immunitaire des déficits immunitaires héréditaires. J'en dis un mot parce qu'il se trouve que c'est mon sujet de travail, qui est la contrepartie à l'échelle individuelle et non plus du tout populationnelle de la survenue de ces événements où malheureusement une personne a tel ou tel gène qui ne fonctionne pas et puis a pour conséquence la survenue de maladies infectieuses ou de maladies auto-immunes. Et on connaît aujourd'hui un très grand nombre de ces maladies, 350, même si elles sont très rares. Elles touchent une personne sur 3000, comme vous pouvez le lire. Elles sont essentiellement monogéniques, provoquent des infections, mais aussi l'auto-immunité dont je vais vous reparler tout à l'heure. Et elles sont une façon, leur étude, elles nous permettent, de la même façon que les événements de sélection négative analysés tout à l'heure à l'échelle populationnelle, de mettre le doigt sur des molécules clés du système immunitaire. Ils nous font progresser dans la connaissance de celui-ci. Si je remonte un instant, en 1980, il y a à peu près 40 ans, on connaissait à peu près aucune des molécules, en dehors des immunoglobulines et du système HLA, qui sont importantes dans le système immunitaire. On savait qu'il y avait des lymphocytes qui provenaient de la moelle osseuse, etc. On connaissait quelques-unes de ces maladies, mais très peu. Aujourd'hui, ne vous effrayez pas des deux diapositives qui viennent. Si je considère les lymphocytes B qui produisent les anticorps, il y a tout un schéma de différenciation des cellules. Et chaque fois que vous voyez un petit acronyme, c'est barbare en règle, cela correspond à un gène et une maladie. Et l'étude de ces gènes et de ces maladies nous ont permis de progresser considérablement dans la compréhension, en l'occurrence, de la façon dont nous produisons des anticorps. Idem ici pour une analyse détaillée des événements moléculaires qui suivent l'activation des lymphocytes. C'est le même principe. À chaque fois qu'une molécule est marquée en brun, c'est une molécule qui est identifiée par l'analyse de ces maladies génétiques. Donc, ces événements malheureux, médicaux, ont aussi, par leur étude, un intérêt didactique et scientifique de meilleure compréhension de notre système immunitaire. D'autres éléments, donc, ce sont ceux de sélection positive, cette fois-ci. Donc, je reviens au schéma d'évolution, où donc l'apparition d'une mutation a permis à une population d'avoir un bénéfice de survie face, en règle, à un événement infectieux. En tous les cas, tant que je m'intéresse au système immunitaire, c'est exact. Et voici quelques exemples, en commençant, dans un exemple hors du système immunitaire, mais il est très, très illustratif, qui est celui de l'adaptation de l'humanité à l'agriculture, sont survenus au moins dans 2 régions du monde, mais peut-être plus, des mutations qui ont permis à ce que le gène de la lactase, qui est l'enzyme qui coupe le lactose et permet de digérer les sucres du lait, non seulement soit présente chez les bébés, ça a toujours été le cas, mais persiste à l'âge adulte, ce qui permet aux adultes de digérer le lait convenablement. Donc ces mutations sont apparues, ont été sélectionnées positivement au cours de l'histoire humaine, et elles sont apparues
peu après l'émergence de l'élevage et de l'agriculture, 8 à 9 000 ans dans un cas, environ 7 000 ans dans le second cas, dans des phénomènes que l'on peut appeler d'évolution convergente. Donc c'est typiquement une mutation, des mutations en l'occurrence, même si ça concerne le même gène, qui ont été favorables puisqu'elles ont accompagné l'émergence de l'élevage dans l'humanité il y a environ 10 000 ans. Alors dans le contexte du système immunitaire, pareil, on a toute une série d'exemples de ce type, d'événements de sélection positifs, permettant par exemple de mieux résister à la peste, qui, comme vous le savez, à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité récente, a tué une fraction très importante de la population. On estime environ un tiers des Français dans l'épidémie de peste du XIVe siècle, par exemple. Mais ces événements favorables, puisqu'ils permettent, si je prends l'exemple de la peste, de survivre, peuvent éventuellement avoir des effets secondairement défavorables. Et c'est ce dont nous allons parler. En effet, il faut considérer par définition que le génome est en interaction avec l'environnement, pour ce qui concerne le système immunitaire essentiellement microbien, mais aussi, bien sûr, avec toutes sortes d'autres éléments d'environnement, ne serait-ce que les éléments nutritionnels et les polluants. On vient d'en parler tout à l'heure. Deux exemples d'adaptation à la fois favorables pour les personnes qui les ont eues et donc qui leur ont permis de survivre, mais avec des conséquences secondes moins bonnes. Allèle de résistance à la trypanosomiase. La trypanosomiase, c'est une maladie parasitaire sévère, c'est la maladie du sommeil qui est endémique en Afrique centrale. Et un chercheur belge qui s'appelle Étienne Pays a montré que des personnes qui avaient des variants d'un certain gène qui s'appelle ApoL1, peu importe les détails, sont résistants à la trypanosomiase. Et donc, de façon populationnelle, il y a eu un avantage de sélection, donc une sélection positive des personnes portant ce type d'allèle du gène ApoL1. Et le désavantage, second, c'est que lorsqu'on porte ces allèles, on est à risque de développer une insuffisance rénale chronique. Oui, avantage pour le contrôle de l'infection, désavantage dans une autre fonction biologique. Autre exemple extrêmement connu, un des tout premiers qui a été identifié, c'est les interactions entre le paludisme, donc l'agent du paludisme Plasmodium et les globules rouges, qui portent dans une phase de l'infection les parasites. Et on sait que certaines mutations, soit de l'hémoglobine elle-même, par exemple la drépanocytose en Afrique centrale, si on la porte à l'état hétérozygote sur un seul des deux allèles, protège contre le paludisme. Idem pour une mutation d'un gène qui code pour une enzyme, la G6PD, qui provoque des anémies hémolytiques. Les personnes qui ont un déficit en G6PD sont protégées largement du paludisme, mais ont une anémie hémolytique grave. Vous voyez donc la balance, avantages, désavantages, que l'on peut observer comme conséquence des événements infectieux. Les choses sont encore un petit peu plus compliquées parce qu'à vrai dire, le génome et l'épigénome sont en interface évidemment avec l'environnement, je n'y reviens pas, mais aussi avec notre comportement. Nos actions, de quelque nature que ce soit, sont susceptibles d'interférer. Et là, il y a un point, il me semble intéressant, c'est que ces trois variables, si on les considère comme des variables, le génome et l'épigénome, l'environnement et le comportement, ne sont pas indépendantes. Elles interagissent en permanence les unes avec les autres. Je viens déjà de vous en donner un exemple. Mais leur rythme d'évolution n'est pas le même. Schématiquement, on peut discuter les chiffres, à l'échelle populationnelle, les évolutions sur le génome, par les pressions de sélection, se chiffrent ou se datent en milliers d'années, quand les changements significatifs de l'environnement peuvent survenir en quelques dizaines d'années, ou même moins si on pense à des grandes pandémies infectieuses, la peste à nouveau, et les comportements peuvent se chiffrer en quelques années, notamment des comportements alimentaires, mais pas uniquement. Donc cet asynchronisme d'évolution des trois types d'éléments qui ont une influence sur notre état de santé est en soi créatrice de pathologies, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la suite de l'exposé. En effet, on peut considérer de façon un tout petit peu théorique, si on prend une échelle de temps en échelle horizontale et d'adaptation en échelle verticale, que l'évolution sous les formes, mettons dans le contexte d'infection du patrimoine génétique, est lente, alors que des comportements peuvent changer radicalement, et que la différence entre, je vais vous donner des exemples concrets bien sûr, entre comportement et notre patrimoine génétique fait qu'il y a une forme de désadaptation source de maladie. Il y a deux grands types de situations où cela a été observé. Une que je ne vais pas discuter, qui est l'émergence des diabètes de type 2 et de l'obésité
dans le contexte moderne d'abondance alimentaire, mais avec un génome qui était habitué à des situations de pénurie alimentaire il y a quelques dizaines de milliers d'années, ou même quelques milliers d'années. Et exemple donc que je vais développer maintenant, concernant le système immunitaire, avec une augmentation de fréquence très significative, que je vous montrerai tout à l'heure, des maladies allergiques, inflammatoires et auto-immunes, qui est liée à cet asynchronisme d'évolution, en grande partie. De façon schématique, pour le système immunitaire, si on considère au moins le contexte, disons, occidental, hygiène développée et médecine développée, nous sommes beaucoup moins aujourd'hui, pas totalement sans, mais beaucoup moins sous la pression d'événements infectieux pathogènes, si bien que la petite courbe bleue, en fonction du temps, indique que nous avons, entre guillemets, moins besoin de consacrer de notre énergie, au sens propre d'ailleurs, de nos systèmes biologiques pour combattre des infections. Mais en même temps, dans la réalité, nous n'avons pas évolué dans l'utilisation de nos capacités énergétiques et l'utilisation de nos systèmes biologiques parce que génétiquement, nous sommes programmés à avoir un système immunitaire robuste pour combattre un grand nombre de micro-organismes, y compris des micro-organismes avec lesquels nous ne sommes plus aujourd'hui en contact. Donc il y a là une forme de déphasage qui, comme vous allez le voir, est susceptible de provoquer des maladies, et en particulier, donc, à nouveau, allergie, inflammation et auto-immunité. Exemple, et donc il faut l'illustrer en situant ce que sont les maladies auto-immunes. Il y en a environ 80 de différents types, lupus, dermatomyosite, des maladies spécifiques d'organes, le diabète de type 1, la thyroïdite, etc., etc. Elles sont en fait très fréquentes. Dans le monde occidental, aujourd'hui, on estime qu'entre 7 et 10% de la population adulte est atteinte d'une ou plusieurs maladies auto-immunes. Donc c'est un problème de santé assez sérieux, dont la fréquence augmente en gros avec l'âge, avec des mécanismes immunopathologiques variés, liés à des anticorps, liés à des cellules, cela dépend des cas. Et on sait que les causes en sont complexes, ce ne sont pas des maladies déterminées par un facteur. Intervient la génétique, on va en reparler, mais aussi bien sûr l'environnement et je dirais l'interface entre l'environnement et la génétique. Le fait qu'il y ait une certaine héritabilité de ces maladies est indiscutable, même si ce n'est pas une hérédité simple. Vous avez ici quelques exemples pour quelques maladies, le lupus, la maladie de Crohn, qui est une colite inflammatoire, le diabète, psoriasis, sclérose en plaques et arthrite rhumatoïde. Vous avez la première colonne indique la prévalence, en gros la fréquence de ces maladies en Europe. Donc ça, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas exceptionnel. Deuxième, c'est la concordance de survenue des maladies lorsqu'il y a des jumeaux monozygotes. Vous voyez que ce n'est pas 100%, mais c'est quand même assez important. Si on prend l'exemple de la maladie de Crohn, c'est quelque part entre 20 et 50% en fonction des études. Et le risque pour un frère ou une sœur d'un patient atteint de ces maladies est certainement supérieur au risque lié au pur hasard. Si je prends le maximum pour le psoriasis, sur la troisième ligne, vous pouvez voir que si quelqu'un est atteint d'un psoriasis, son frère ou sa sœur a un risque de 17 fois plus important que le risque de base d'être atteint de la maladie. Donc il y a une composante génétique très probable, pour ne pas dire certaine, dans ces pathologies. Donc, si on revient à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a des mutations rares qui sont l'objet de sélection négative, qui ont un impact extrêmement fort sur le système immunitaire ou dans d'autres systèmes, et que sont les déficits immunitaires héréditaires. Mais à l'opposé, il y a des événements plus fréquents, d'impact beaucoup moins fort sur les réponses immunitaires, mais qui sont associés aux maladies auto-immunes et aux maladies allergiques. Je vais vous en montrer quelques exemples et essayer de discuter un instant comment cela peut-il être. Le concept que je veux essayer de vous communiquer est celui que, au cours de notre histoire humaine, la sélection par des événements de résistance à des agents infectieux, tuberculose, 9 personnes sur 10 dans la population aujourd'hui résistent à la tuberculose, malgré l'infection, ne développent pas la maladie. Donc il y a là derrière des événements de sélection, d'événements favorables à la défense contre la tuberculose. Mais aussi, par exemple, le virus de l'hépatite C des bactéries ont entraîné la sélection de variants de gènes du système immunitaire qui en fait prédisposent aux maladies auto-immunes. Avantage d'un côté, résistance aux infections. Inconvénient second, persistant, survenu, risque augmenté, même pas forcément très augmenté, mais significativement augmenté de survenue de telle ou telle maladie auto-immune. Vous avez ici des exemples de gènes à gauche, je ne peux pas commenter leur fonction, et à droite des noms de maladies. Donc par exemple, je prends le cas de... Oups, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je prends le cas du psoriasis, à nouveau, ce gène-là, MDA5, certains variants, protège certainement contre certains pathogènes présents dans le passé, mais favorise la survenue du psoriasis. Ici, d'autres exemples, tout ce qui se situe au-dessus de cette ligne
avec des noms de gènes, sont des gènes dont des variants favorisent la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, le diabète, le lupus, etc., etc. Et donc tous ces variants ont été très probablement sélectionnés au cours de l'histoire de l'humanité comme des agents de protection, ou des variants de protection contre les maladies infectieuses. Donc vous voyez ce déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est variable d'une population à l'autre, ce qui est éminemment logique, puisque bien évidemment les populations ne sont pas soumises aux mêmes pressions de sélection, aux mêmes pathogènes, n'ont pas la même épidémiologie infectieuse d'un endroit à l'autre. Exemple pour la maladie de Crohn, donc colite inflammatoire assez fréquente, c'est prévalence aujourd'hui de 1 pour 1000. Si on regarde la situation des patients qui ont une maladie de Crohn dans le monde occidental, en Europe, contrairement à ce qui se passe en Asie, au Japon et en Asie orientale, vous voyez qu'il y a certains gènes dont des variants, peu importe les noms, NOT2, IL23R, sont associés, sont des facteurs de risque notables de la maladie de Crohn. Eh bien, chez les populations asiatiques, NOT2, il n'y a aucune variation. Donc, ce gène n'a pas été soumis à une sélection positive et par contre, probablement à sélection négative. Et à l'inverse, dans ces populations, d'autres gènes, TNF, SF15, etc., sont l'objet de variants qui favorisent la maladie de Crohn. Et probablement, ces variants ont été à nouveau sélectionnés par l'histoire infectieuse de ces populations. Ceci a un impact, au-delà de la discussion du concept que j'évoque aujourd'hui, c'est que la médecine n'est pas tout à fait la même, les pathologies et les causes des pathologies ne sont pas forcément les mêmes, pas liées uniquement à l'environnement immédiat, mais à l'environnement ancien, dans des régions géographiques distinctes dans le monde. Donc la question qui se passe, c'est comment expliquer cela? Un élément important d'information qui a été obtenu ces dernières années, c'est que ces variants dans le génome qui sont associés aux maladies auto-immunes et qui ont été donc probablement sélectionnés pour mieux combattre les maladies infectieuses ne concernent pas les gènes eux-mêmes. La grande majorité d'entre eux, 90% de ces variants, ne sont pas dans les séquences codantes. Elles sont dans les régions dites régulatrices et elles ont pour conséquence de modifier le niveau d'expression des gènes. Donc c'est une variation quantitative, on exprime plus ou moins de telle ou telle protéine importante pour se défendre contre les infections, mais éventuellement importante aussi pour développer ou ne pas développer une maladie auto-immune. Je vais vous l'illustrer avec un exemple, même si c'est peut-être un tout petit peu compliqué, en prenant une cellule majeure du système immunitaire, la cellule dendritique, qui en gros permet aux lymphocytes de voir les antigènes. Elle leur présente les antigènes. Mais cette cellule dendritique, elle intervient aussi dans la façon de sélectionner le type de réponse immunitaire qui va se produire. Et par exemple, cette cellule est capable d'exprimer une protéine qui s'appelle IRF7. Vous allez voir qu'elle joue un rôle dans une fonction de l'immunité qui est la production d'interférons. Il y a des variants du gène qui codent pour l'IRF7. Il y a des personnes qui produisent beaucoup d'IRF7. Et il se trouve que ces personnes qui produisent beaucoup d'IRF7 ont donc un certain type de variant qui est associé au lupus, une maladie auto-immune. Et puis d'autres personnes qui ne produisent pas beaucoup d'IRF7 et qui ne sont pas à risque de lupus. Donc tout ça, ça se passe dans les cellules dendritiques. Donc la conséquence, c'est que ces personnes produisent beaucoup d'interférons, ce qui est très bien pour combattre le virus de la grippe, mais la production importante d'interférons peut avoir des conséquences délétères et favoriser la survenue de la maladie lupique. À l'inverse, les patients, pas les patients cette fois-ci, les individus qui ont ce type de variant de ce gène produisent peu d'interférons. Donc, vous voyez, c'est un exemple où c'est une régulation quantitative des gènes, d'un gène, a pour conséquence, d'un côté, de protéger contre la grippe, dans l'exemple que je prends, mais à contrario, de favoriser la survenue d'une maladie lupique. Toujours cette balance contradictoire. Alors, ça nous amène au dernier point qui généralise ce propos, qui est le fait qu'on a observé les nombreuses études épidémiologiques montrent que dans la période récente, et dans les pays dont la médecine est le plus développée, dont le produit intérieur brut est le plus élevé, on observe concomitamment une diminution de la prévalence de la plupart des maladies infectieuses. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais je ne l'avais pas montré. C'est illustré ici, par exemple, pour la tuberculose, pour la rougeole, etc., pour diverses raisons de prévention, de vaccination ou de meilleures conditions de vie. Et à contrario, dans le même temps, dans les mêmes pays, on observe une augmentation de prévalence de maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn, dont je vous ai déjà parlé, ou de maladies auto-immunes, comme le diabète, et aussi de maladies allergiques, comme l'asthme. Ceci a conduit à proposer une théorie de l'hygiène, schématiquement. Plus on est en situation, un milieu microbiologique appauvri,
plus on est à risque de développer de maladies auto-immunes. Et il est probable que ce contraste, ce paradoxe, est justement lié à la désadaptation entre des événements d'évolution survenus il y a plusieurs milliers d'années et la situation moderne des conditions de vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui placés. Je vais l'illustrer pour finir essentiellement en discutant un instant d'allergie. Vous avez vu que l'allergie était concernée par ce point. Et en discutant le fait que probablement, tout se joue dans l'enfance, c'est probablement un tout petit peu excessif, mais beaucoup de choses se jouent dans la petite enfance, en vous montrant des résultats d'études que je trouve assez impressionnantes, qui est le fait que les bébés, qui sont soumis encore une fois à toutes sortes de stimulations nutritionnelles, immunologiques et autres dans leur environnement, les bébés qui ont vécu leurs premières années de vie, donc les jeunes enfants, dans des fermes, et dans des fermes où il y a des animaux, il faut que les deux mots sont importants, fermes et animaux, sont à risque bien moindre de maladies allergiques et probablement aussi de maladies auto-immunes. Ça vous est montré par une des études parmi beaucoup d'autres. Ce sont des cohortes d'enfants, vous voyez plusieurs milliers à chaque fois, dont on regarde la prévalence de l'asthme ou de l'atopie, de l'eczéma, ce sont des maladies allergiques fréquentes. Donc vous voyez les colonnes en marron, ce sont les valeurs pour les enfants qui ont été élevés dans des fermes où il y a des animaux. Et les colonnes en gris, ce sont les enfants vivant en milieu urbain ou en autres conditions. Et vous voyez que les différences sont très grandes. Ce n'est pas blanc et noir, mais c'est très très grand. Et on peut montrer par des études assez obsessionnelles, je dois dire, où ce qui a été fait, c'est d'aller identifier les microbes vivant dans le lit et les chambres des enfants, soit en milieu donc, de ferme avec animaux, soit en milieu urbain. Et il y a une très forte corrélation, évidemment c'est une corrélation, ce n'est pas une démonstration stricte, mais ce sont des données assez puissantes, entre la diversité microbienne, qu'elle soit bactérienne ou fongique, les champignons, et le risque d'asthme dans ce cas-là. Ce qu'il faut lire ici, c'est que les enfants qui ont un asthme ont une diversité microbienne faible, la plupart sont ici. Et les enfants qui vivent en ferme, vous voyez que chaque point bleu, c'est un enfant, a beaucoup plus de microbes, en moyenne, dans son environnement de vie, dans sa chambre. Idem pour les champignons. Donc, autrement dit, une exposition précoce à un très grand nombre de microbes protège contre l'asthme ou protège aussi, probablement, contre d'autres maladies allergiques et inflammatoires. J'entends une rumeur, mais comment ? Derrière ça, il y a aujourd'hui un modèle qui a été proposé par un collègue belge qui s'appelle Bart Lambrecht. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais schématiquement, ce que l'on peut dire, c'est que l'exposition, par exemple, aux acariens, qui est des allergènes très très connus, favorise un certain type de réponse immunitaire au niveau notamment des poumons, ça c'est la barrière des cellules épithéliales, et met en jeu des cellules qui vont produire les IgE. Chacun sait que les anticorps d'isotype IgE sont en gros associés à l'allergie. Et en gros, ce système, il a été génétiquement programmé dans le passé, il y a des milliers d'années, non pas pour combattre les acariens, mais pour combattre les parasites. Mais ces parasites, aujourd'hui, heureusement pour nous, nous ne les voyons plus. Donc ce système est présent et n'est pas contrôlé chez les individus qui développent de l'allergie. Et à l'inverse, les enfants qui ont été élevés dans des fermes ou hors du monde occidental, avec une richesse microbienne, une diversité microbienne bien plus importante, la même exposition a pour conséquence de stimuler d'autres réponses immunes avec l'inhibition de celles qui développent l'allergie, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui font que la situation est qu'il n'y a pas de production d'anticorps de type IgE, si je reste sur le concept d'allergie. Voilà, donc c'est à ce type de modèle que l'on aboutit, j'ai quasiment fini, mais ce que je vous ai dit là est vrai aussi pour les maladies inflammatoires, pas pour l'allergie. Les enfants élevés en ferme avec animaux ont un risque, vous voyez, très significativement inférieur aux enfants élevés dans des villes à développer une maladie inflammatoire. Donc ma conclusion, c'est de vous dire que notre état de santé tel que nous pouvons l'évaluer, et j'ai parlé ici du système immunitaire, est en fait en partie déterminé par les conséquences de phénomènes d'adaptation génétique, de sélection, qui sont survenus il y a longtemps, des milliers ou des dizaines de milliers d'années, dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Et que ceci a donc des conséquences en termes de pathologie. Mais on peut aussi dire, sur un angle positif, que le progrès des connaissances scientifiques apporte des connaissances susceptibles de modifier, d'intervenir sur l'environnement. Donc soit on élève tous nos enfants dans des fermes, c'est pas sûr qu'on va y arriver, mais de façon plus sérieuse, on peut envisager de préparer
des extraits microbiens tels que ceux auxquels sont exposés les enfants dans des fermes. Ce n'est pas fait aujourd'hui, mais on peut réfléchir à ces questions et qui permettent de protéger en partie contre les maladies allergiques, auto-immunes et inflammatoires. Je vous remercie. Oui, Hartemann, santé publique, spécialiste de l'environnement. J'ai défendu, bien que je ne sois pas spécialiste comme vous, la théorie hygiénique et je me suis fait flinguer à l'échelle internationale. Vous me rassurez et je souhaiterais savoir quelle est la discussion à l'échelle internationale sur ce sujet. Écoutez, en tous les cas, dans la communauté, je ne sais pas par la communauté internationale qui vous visez particulièrement, je dirais que parmi les immunologistes, mon petit clan à moi, à l'échelle internationale cette fois-ci, cette théorie est communément acceptée. Il y a d'énormes débats, bien sûr, sur les mécanismes. J'ai montré un exemple de schéma possible. Les choses sont évidemment assez complexes. Mais en tous les cas, les données épidémiologiques, elles sont indiscutables. Évidemment, elles n'établissent pas directement un lien de cause à effet. Des mécanismes possibles, comme celui que j'ai évoqué, et quelques autres, sont assez plausibles. Évidemment, l'expérimentation nécessaire pour le démontrer de façon formelle n'est pas totalement simple, parce que les modèles animaux ne reflètent pas forcément fidèlement les éléments présents chez l'homme, mais néanmoins, je pense raisonnablement, il y a au moins deux autres immunologistes dans la salle, donc ils peuvent me contredire s'ils le souhaitent. Cette théorie est acceptée par la communauté des immunologistes. Alors peut-être que les immunologistes ne sont pas assez convaincants à l'extérieur de leur monde scientifique, mais on va y œuvrer. Oui, Michel Goldman, Université libre de Bruxelles. D'abord, je peux juste confirmer qu'effectivement, parmi les immunologistes, cette théorie est pleinement acceptée. Je voudrais peut-être commencer par dire ma conviction que la vision originale que tu as développée va vraiment avoir une influence profonde sur la recherche des années à venir sur les maladies immunologiques. Ma question... Tu as dit que la pression des maladies infectieuses sur le système immunitaire diminuait. Mais quid de la pression exercée par les agents mutagènes? On sait que le système immunitaire joue un rôle important dans les défenses contre les tumeurs. Et donc, j'aurais voulu peut-être avoir ton avis là-dessus. Merci de me poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Non, parce que là, c'est une discussion plus sur l'oncogenèse, même si évidemment il y a une réponse immune contre les cancers. Mais il me semble que là, la discussion, elle est plus sur les mécanismes de genèse des cancers. Est-ce qu'il y a une augmentation de fréquence des cancers? Est-ce que ça revient à la discussion du travail, la présentation de Barouki, dans quelle mesure notre environnement actuel est plus, entre guillemets, favorable à l'émergence de cancer par une augmentation de modification directe du génome, mutation ou épigénétique. Le système immunitaire, à mon avis, est un peu second dans cette affaire. Il fait ce qu'il peut pour essayer de combattre ces pathologies cancéreuses, mais je crois que la discussion, elle est quand même stricto sensu sur les mécanismes d'oncogenèse. Et là, franchement, je ne me lancerai pas là-dedans, je ne connais pas assez bien pour te répondre.